Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, séminaire à la présidence du FASO, la nouvelle équipe de ministres s'approprie les méthodes de travail gouvernementales, un procédé qui devra aider à mener à bien les différentes missions. La coalition Jama pour la paix et la cohésion sociale était dans le centre-nord du Burkina ce samedi. La caravane a échangé avec les participants sur le rôle des leaders d'opinion dans la recherche de la paix au FASO. Au Mali, une opération de démolition de la zone aéroportuaire a débuté depuis vendredi, plonge des milliers de familles dans une désolation sans nom. Nous commençons ce journal avec Simon Compaoré et Zéphirin Diabré qui enterrent la hache de guerre. L'information a été donnée ce matin même lors d'une conférence de presse au siège du parti. Par ailleurs, ce rendez-vous avec les communicateurs a été l'occasion de faire le point du double scrutin de novembre dernier. Michael Tougri. Zéphirin Diabré et Simon Compaoré, nous nous sommes réconciliés. C'est une annonce faite par le président du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Simon Compaoré et Zéphirin Diabré fument désormais le calumet de la paix. La plainte du président de l'UPC contre Simon Compaoré dans l'affaire Tranquillos est en voie d'être retirée. Zéphirin Diabré et Simon Compaoré ont décidé de tourner la page pour amorcer le processus de réconciliation cher au président du FASO. Et c'est un Simon Compaoré qui n'en demandait pas plus. Et Zéphirin m'a dit qu'il retirait sa plainte. Voilà, donc c'est un bon début, puisque c'est lui-là qui a en charge de faire en sorte que la réconciliation progresse. Et a donné le ton en signant la paix avec moi. On ne peut que applaudir. En tout cas, si vous n'applaudissez pas, moi j'applaudis. Voilà. Passé ce feuilleton judiciaire, le MPP peut dresser le bilan de sa participation au double scrutin de novembre 2020. Des élections soldées par la victoire du candidat Rochma Christian Kaboré à la présidentielle avec plus de 57% des suffrages exprimés et aux législatives, le MPP remporte 56 sièges, faisant de ce parti la première formation politique. C'est un Simon Compaoré qui parle d'une stratégie gagnante au MPP. Notre parti se félicite de la quasi-unanimité qui a prévalu à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Les élections sont derrière nous, mais le MPP se réjouit des conditions apaisées dans lesquelles les deux scrutins se sont déroulés et des résultats qui ont été acceptés avec beaucoup de dignité de fair play politique par tous les protagonistes de la scène politique nationale. C'est une victoire incontestable de notre démocratie naissante. C'est une victoire de la classe politique burkinabé. La question de la réconciliation nationale et de la nomination de Zéphirin Diabré à ce poste comme ministre d'État chargé de la réconciliation nationale est bien apprécié au MPP. Et selon Simon Compaoré, cela traduit toute la volonté du président du FASO de réconcilier les Burkinabés. Une réconciliation qui ne se fera pas entre les politiques, prévient le président du MPP. Les gens estiment que l'on ne doit pas ramener la réconciliation à une question qui va concerner uniquement, essentiellement les politiques. Ça va bien au-delà. Et nous, par rapport à cette réconciliation, je crois qu'on n'a pas besoin d'épiloguer parce que notre président, avec qui nous avons battu campagne, a bien inscrit cette nécessité dans son programme. Face à la nouvelle vague de contamination de la pandémie à coronavirus, harmoniser nos points de vue. Simon Compaoré appelle les Burkinabés à plus de civisme dans le respect des gestes barrières. Et sur le plan sécuritaire, le parti au pouvoir félicite les FDS et les VDP sur la réconciliation nationale va permettre à notre Séance de travail gouvernementale hier à Kosiam. L'ensemble des membres de l'exécutif a reçu les rudiments nécessaires pour être plus efficace dans l'atteinte des objectifs fixés. La rencontre a été présidée par le Premier ministre Christophe Dabiré. Reportage de Michael Tougri et Alice Ouedraogo.
Former et outiller les différents ministres à l'action gouvernementale afin de les rendre plus efficaces, c'est l'objectif recherché à travers ce séminaire gouvernemental. Une rencontre voulue par le président du Faso et qui va permettre aux membres du gouvernement d'avoir les voies et moyens afin d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. C'est un séminaire où les ministres sont considérés comme étant des apprenants et comment doit se faire le travail gouvernemental. Comment faire en sorte que les choses se passent comme il faut pour atteindre des objectifs. Le ministre est un coordonnateur qui a des ressources humaines autour de lui, et qui a une feuille de route, qui a des missions, qui a une administration autour de lui, mais il faut qu'il transforme tout ça en décision. Et il y a toute une méthodologie qu'il faut nécessairement connaître. Et il y a aussi ces rappels utiles que le président du Faso a souhaité que nous partagions avec l'ensemble des ministres, à savoir le comportement, l'exemplarité, l'efficacité, l'écoute des populations et transformer tout ça en résultat. Et nous avons donc appris auprès du secrétaire général du gouvernement, M. Stéphane Sanou, et nous avons naturellement avec lui partagé en tout cas les grands principes du fonctionnement d'un gouvernement. Cette rencontre a également été l'occasion de présenter le dispositif de suivi du travail des membres du gouvernement afin d'assurer le respect de leur feuille de route. Il y a un dispositif de suivi du travail des membres du gouvernement et c'est un dispositif qui nous a été également présenté. Et je crois que des indicateurs existent. Vous savez que les archivages, le suivi des décisions qui sont prises, la relation avec les institutions, parce qu'il s'agit aussi pour le gouvernement d'établir des relations avec certaines institutions avec qui nous travaillons. On peut considérer ici par exemple qu'avec le Parlement, dès que les lois sont votées, il faut qu'on s'assure que les textes d'application sont pris. Donc nous avons tout un aéropage d'outils et de dispositifs qui permet de savoir comment travaillent les ministres et si les résultats sont atteints. Donc nous sommes parfaitement au complet de nos outils pour faire efficacement et très bien notre travail. Nommé le 10 janvier dernier, le nouveau gouvernement de Christophe Joseph Marie Dabiré tiendra son premier conseil des ministres le mercredi 20 janvier prochain. Toujours à Kosiam, de façon successive, le président du Faso a reçu en audience ce lundi. Hier donc, le collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication, le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, et le président de la Cour des comptes, Jean-Émile Somda. Tous sont allés présenter au chef de l'État le rapport d'activité de l'année 2019 de leur institution. Nous vous proposons la substance de ces audiences en compagnie de Serge Badou. Aziz Bamogo, vice-président du Conseil supérieur de la communication, est le premier à être reçu par le chef de l'État. Avec lui, il a été question de présenter au président du Faso le rapport d'activité 2019. Et pour Aziz Bamogo, il ressort de ce rapport plusieurs manquements et des recommandations. Il y a un certain nombre de manquements que nous avons relevés, des manquements qui sont liés notamment au respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie. Il s'agit essentiellement des publicités soumises à autorisation que certains médias ont fait sans ces autorisations préalables. Il s'agit aussi de publicités qui sont interdites que certains médias ont fait, pour lesquelles le CSC a su réagir avec tact. Et il y a eu aussi des manquements qui sont liés notamment à la diffusion d'émissions qui sont liées à la tolérance religieuse dans notre pays. Il y a aussi des recommandations que nous avons faites dans ce rapport, c'est relatif notamment au renforcement institutionnel du Conseil supérieur de la communication, mais aussi lié au plaidoyer pour une fiscalité plus adaptée en faveur des médias et des sociétés de publicité. À la suite du Conseil supérieur de la communication, c'est au tour du contrôleur général de l'ASELC, Luc Marius Ibriga, qui est venu présenter également les rapports d'activité 2018 et 2019 de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Il y a la question de la dette intérieure. Et le rapport fait apparaître que sur une dette d'environ 40 milliards de francs, il y a près de 27 milliards de francs qui sont à dette irrégulière. Et dans ces 27 milliards, vous avez près de 17 milliards de dettes irrégulières qui ne sont pas sous-tendues par un contrat. La nécessité
que la réforme des corps de contrôle aboutisse pour permettre véritablement d'être en adéquation avec le budget programme. Cette réforme a pour but de mettre en place des autorités ministérielles d'audit interne avec un personnel formé spécialement à cet effet et qui va constituer un emploi au niveau de la fonction publique. La dernière institution à être reçue par le chef de l'État est la Cour des comptes. Il a été aussi question de faire le point du rapport d'activité de 2019 de la Cour des comptes, lequel rapport fait ressortir des irrégularités par rapport aux normes juridiques et de gestion en vigueur, de formuler des recommandations en vue de l'amélioration de la gestion des structures contrôlées. Le personnel du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé ce 18 janvier à la montée des couleurs nationales. Un moment solennel tout indiqué pour présenter les vœux de Nouvel An au ministre en charge de ce département, le professeur Stanislas Waro. Mamidriana Kamabou pour le reportage. C'est à 7h30 que le coup de sifflet marqua la montée des couleurs retentit. À l'unisson, le personnel entonna l'hymne national. À l'issue de cet exercice qui est un symbole du Burkina Faso et rappelle à chaque instant le devoir citoyen, le professeur Stanislas Waro a tenu à rappeler au personnel le sens d'une telle cérémonie. C'était aussi une occasion pour le personnel du MENA-PLN de présenter ses vœux de Nouvel An à son ministre de tutelle. C'est important pour nous la montée de couleurs. Donc il s'agit pour nous à travers cet acte de marquer notre attachement à notre pays à travers la montée des couleurs, le respect du drapeau. Mais aussi c'était une occasion pour nous de réunir les responsables au niveau central, c'est-à-dire les responsables du ministère qui sont à Ouagadougou, de façon à passer un message de présentation des vœux réciproques et ensuite un message de cohésion, de discipline et d'engagement, que nous puissions aborder cette nouvelle année dans de bonnes conditions. Asseoir une économie du savoir et bâtir l'école de demain, c'est la nouvelle mission du ministère de l'Éducation nationale pour les 5 prochaines années. Une lourde tâche qui interpelle ses agents à plus d'entrain et d'abnégation au travail, à plus d'initiatives et à plus d'engagement. Donc ça nécessite un engagement de tous, dans l'humilité, dans la discipline, dans la disponibilité et dans le management des agents de chaque structure. Voilà. Et donc c'est pour cela que nous avons fait cette montée de couleurs, pour profiter justement, nous présenter réciproquement des vœux, mais aussi et surtout passer un message d'engagement, que nous puissions accompagner cette vision et cet engagement du président du Faso pour son 2e et dernier quinquennat. La résorption des classes sous paillotes, la mise en œuvre du plan de riposte qui a permis la reprise des cours dans les classes d'examen et l'organisation avec succès des examens et concours scolaires de la session 2020 et la poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation sont entre autres les défis relevés par le ministère de l'Éducation nationale au cours de ces 5 dernières années. Une tournée nationale aux couleurs de la paix pour la coalition Djama pour la paix et la cohésion sociale. En effet, après les villes de Djibo, de Fada, de Waïgouya et de Dédougou, la caravane a déposé ses valises à Akaya. Avec les participants venus de toute la région, les organisateurs de ce convoi ont pu échanger autour du thème rôle et responsabilité des leaders d'opinion dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. Nelly Tapsoba et Nadine Zongo. Dans cette dynamique de promouvoir la paix et la cohésion sociale, la coalition Djam continue son périple pour la réconciliation au Burkina Faso. Ce 16 janvier, l'équipe de Moussa Sissé a déposé ses valises dans le centre-nord, précisément à Kaya. Objectif, tenir des échanges dans le sens de la réconciliation et la cohésion sociale avec les leaders religieux, les autorités coutumières, les personnes ressources et les groupes d'autodéfense de la région du centre-nord. Une rencontre qui a servi de tribune pour recueillir leurs points de vue, mais également leurs propositions afin de renforcer le vivre ensemble au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons besoin, plus que jamais, de cette paix. Nous avons besoin, plus que jamais, d'être ensemble. Ensemble parce que l'histoire ne doit pas s'écrire seule. C'est ensemble que nous devons écrire notre histoire.
Les ancêtres nous ont légué une richesse, un trésor, un vivre ensemble. Nous n'avons pas su exploiter cette grande richesse. Mais il est temps qu'on se pose toutes ces questions pour trouver ces grandes réponses. Où est-ce qu'on a failli? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà l'objectif de la coalition Diam. C'est dans ce contexte que nous, en tant qu'autorité coutumière et en tant que membres de la coalition Diam, nous invitons tout le monde à aider le président du Faso dans son message de paix. Les conclusions de ces travaux ont abouti à la déclaration de Kaya, qui est un appel aux Burkinabés, aux autorités et aux acteurs politiques. La déclaration recommande aux Burkinabés qui ont pris les armes contre leur propre pays à déposer les armes et privilégier le dialogue, respecter la sacralité de la vie humaine, promouvoir la tolérance et la non-violence. 3. Aux autorités à créer des cadres de concertation dans toutes les localités et les doter en moyens de fonctionnement. Créer des mécanismes endogènes pour permettre aux communautés de résoudre leurs conflits. Lutter contre la circulation des substances psychoactives. La déclaration a été remise aux premières autorités de la région. Une initiative saluée par ces dernières au vu de la crise que traverse le pays. Ils promettent transmettre cette déclaration à qui de droit. Nous pensons également que les personnes ressources qui ont été conviées à ce forum-là permettra à l'ensemble des acteurs donc, de la région du Centre-Nord d'apporter leurs idées, leurs contributions pour permettre que notre Burkina Faso, qui vit une période difficile de son histoire, puisse retrouver la paix d'antan et la cohésion sociale dans nos villages, dans nos provinces et dans nos régions. Les membres de la coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale ont saisi cette occasion pour rendre une visite aux déplacés internes de la ville de Kaya. Un acte de solidarité qui s'est également matérialisé par un don composé de 7 tonnes de riz et d'huile alimentaire. Le sujet de la paix au Faso est une préoccupation pour bon nombre d'acteurs. Le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable, CRED, a animé une conférence publique samedi dernier sur l'histoire socio-politique et culturelle du Burkina Faso. Cette causerie ouverte au public vise, selon les membres du CRED, à promouvoir la paix et le développement socio-économique durable à travers la réhabilitation de l'histoire commune du peuple burkinabé. Sanata Seri. Faire des valeurs culturelles et sociologiques du Burkina Faso des fondements d'une nation de paix et de stabilité, c'est l'un des objectifs visés par le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable CRED à travers cette conférence publique. Une rencontre au cours de laquelle l'histoire sociopolitique et culturelle du pays a été exposée aux participants. Nous sommes partis d'un constat général que la majeure partie des Burkinabés et même ceux qui vivent dans notre pays ont très peu de connaissances sur notre histoire. Or, vous savez que pour comprendre le présent, il faut comprendre ce qui s'est passé. Je ne parle même pas de la projection dans l'avenir. Donc c'est pour cela que nous avons voulu organiser cette activité pour permettre aux Burkinabés de s'approprier eux-mêmes leur histoire. Et nous avons voulu que ce soit raconté par des experts burkinabés. 3 thèmes ont donc été développés au cours de cette conférence. Elle tourne autour du peuplement ancien du Burkina Faso jusqu'au XVe siècle, de l'organisation sociopolitique et économique de ces populations et de l'histoire des hommes qui ont marqué les sociétés traditionnelles burkinabées. C'est-à-dire qu'on va remonter depuis le XVe siècle pour nous dire qui est-ce qui habitait ici, comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Et avec l'évolution, alors comment est-ce qu'on est arrivé à constituer une nation burkinabé. Et alors, voilà quelles sont les valeurs, quelles ont été les interactions entre ces peuples-là qui peuvent constituer des sources de valeurs que nous pouvons épuiser pour notre cohésion sociale. La question des grands hommes traditionnels, des grands hommes qui ont marqué la société traditionnelle de notre pays. Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par la nouvelle ministre en charge de la culture, ici représentée par son conseiller technique. L'accompagnement du ministère réside en ce que il y a le développement d'une collaboration avec l'ensemble du monde de la recherche pour nous permettre de travailler dans ce sens-là, mais aussi travailler avec les associations comme CRED
pour pouvoir vulgariser l'ensemble de ces savoirs et faire en sorte que toute la jeunesse bâtisse notre action publique, notre action citoyenne autour de ce qui nous est cher, autour de nos valeurs, autour de tout ce que nous avons comme fondement culturel. Le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable à Crète est une association à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle créée en juin 2020. C'est une association qui se veut un cadre de réflexion et de dialogue sur les questions essentielles du Burkina Faso. J'ai envie de contribuer positivement à la marche vers le développement durable. Il aurait fallu plus de 5 ans pour en arriver à ce résultat. Depuis le 15 janvier dernier, le mini-échangeur de Yalgado est ouvert à la circulation. Une situation qui n'est pas pour déplaire aux uns, même si certains restent toujours sceptiques quant à la qualité de l'infrastructure. Sanata Seré et Fatimata Nikiema vous proposent d'écouter l'avis de quelques usagers, quelques jours seulement après l'ouverture à la circulation de ce tronçon de voie. C'est avec cœur joie que les usagers de la route nationale 4 empruntent le tout nouveau mini-échangeur du Yalgado-Ouedraogo. Avec un délai d'exécution de 18 mois au départ, c'est après 5 ans de travaux que la population ouagalaise a eu le plaisir de rouler sur ce mini-échangeur. C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons été informés de l'achèvement des travaux confortatifs sur le mini-échangeur route de l'hôpital. Alors, déportés sur les lieux, nous avons constaté avec les techniciens, en présence de la mission de contrôle, qu'il est temps d'ouvrir cet ouvrage important, cet échangeur-là, à la circulation. Ce mini-échangeur permet de désengorger le carrefour aux heures de pointe, au croisement de la route nationale 3 et 4. Son ouverture à la circulation vient donc soulager les usagers qui se réjouissent après des années de calvaire. L'ouverture de ce mini-échangeur fait vraiment plaisir. Cela va bien fluidifier la circulation. Nous avons trop souffert sur cette voie dans le passé. Je félicite les autorités qui ont permis que cela soit possible. J'espère qu'elles vont construire plein d'autres échangeurs comme celui-là dans le pays. En tout cas, son ouverture nous soulage beaucoup car il y avait trop d'embouteillages. Non, je voulais passer à l'NSP pour une information. Donc je ne voulais pas monter dessus. Sinon, pour moi, c'est une bonne initiative. Bon, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de désengorger un peu la voie. Si certaines personnes doutent de la qualité de l'infrastructure après tant d'années de retard dans son exécution, d'autres estiment que c'est le signe d'un travail bien fait. Je me dis que si ça a pris autant de temps, c'est qu'ils ont pu bien faire ça. Ou bien, comme si c'était rapide, c'est-à-dire c'était un travail bâclé, mais comme ça a pris du temps, j'ai confiance. Je me dis que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont ouvert ça. S'il y a des gens là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et j'ai vu des gens rouler dessus, donc moi aussi je pouvais rouler aussi. Selon l'entreprise en charge des travaux, le niveau d'exécution physique du chantier est de 94%. Au départ, il était prévu l'aménagement d'environ 3 km de voirie, la réalisation de 2 passerelles piétonnes, des panneaux d'indication et de signalisation, ainsi que l'éclairage. Cependant, il reste encore quelques travaux avant l'inauguration. Il s'agit de la construction des 2 passerelles prévues, le pavage ainsi que la finalisation des accotements. L'entreprise donne jusqu'en fin mars pour livrer l'infrastructure complète. Faisons à présent un tour du côté de Bobo-Dioulasso où les rapports ne sont pas au beau fixe entre les autorités communales et les habitants du quartier Wenzenville. Cette mésentente trouve son origine dans le projet de réhabilitation du cimetière du quartier. Alors que les dirigeants sont partis pour un réaménagement, les populations, elles, soupçonnent une arnaque. Suivez plutôt ce reportage de Joseph Koudougou. Nous sommes au cimetière du quartier Wenzenville, secteur 15 de la ville de Sia. Cet espace est au cœur d'une crise qui oppose les autorités communales et la population riveraine. Des populations qui s'érigent contre un projet de réhabilitation du cimetière. Je dois préciser d'abord que ce comité est composé de toutes tendances religieuses comme coutumiers et qui travaillent ensemble et qui sont d'accord qu'un vieux cimetière peut être réhabilité où on va enterrer les gens. Ici à Wenzenville, les populations voient les choses autrement. Pas question d'ouvrir à nouveau le cimetière pour inhumation. Effectivement, le cimetière doit être réhabilité, mais pour ne pas pour reprendre les inhumations là-bas.
on aurait souhaité qu'il soit érigé un lycée, ou bien un centre de santé, ou bien un plateau omnisport où on peut se retrouver. Et puis voilà, avec toute chose qui est dans l'intérêt de la population. Pour certains, la démarche des autorités communales est entourée de zones d'ombre. Aujourd'hui, ce cimetière est resté pendant des années à ciel ouvert, permettez-moi le terme, et avec tous les dangers qu'on connaît. Aujourd'hui, quand on décide de venir faire la clôture et de recommencer les inhumations dedans, et les gens sortent pour dire non, il y a un problème derrière, est-ce qu'il y a des deals? Mais j'ai dit c'est bête et utopique quand on parle comme ça. Depuis quand un cimetière, on va vendre à un comité un cimetière? Pour quelle raison? Selon M. Milogo, des démarches ont été entreprises pour concilier les deux parties. Peine perdue. Jusque-là, les lignes ont du mal à bouger, déplore-t-il. Nous avons tenu d'abord à rencontrer notre premier responsable, qui est le maire de l'arrondissement 4. Et c'était déjà en février 2019. Et il avait promis d'organiser une rencontre avec nous, le maire et le comité chargé de la réhabilitation. Et depuis ce jour jusqu'à ce que nous répartions le voix le 7 novembre de l'année 2020, c'était le silence radio total. Pour ce qui est du premier responsable de la commune, le maire Brahima Sanou, lui, on a fait pieds et mains pour le voir, mais jamais il ne nous a reçus. Le bourgmestre de Bobo Dioulasso, quant à lui, campe sur sa décision. Même quand les jeunes sortent pour dire non, mais écoutez, nous. Mais attendez, les gens ne vont pas arrêter de mourir. Il faut des cimetières. J'ai dit, tant que moi je serai maire, l'aménagement du territoire, alors qui a prévu que c'est un cimetière, ça restera un cimetière. Sur cette épineuse question, les représentants des populations n'entendent pas baisser la garde. Même si réhabilitation il y a, tout sera mis en œuvre pour empêcher les inhumations, ont-ils laissé entendre. Chez nos voisins maliens, des milliers de familles assistent impuissantes à la destruction de leurs concessions. Une instruction donnée par le président de la transition du fait de la proximité de ces zones avec l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Un aéroport qui d'ailleurs, face à cette situation, pourrait se voir retirer son certificat d'exploitation par l'aviation civile. Bouraïma Soulou. C'est en ce début de week-end que les caterpillars de l'entreprise African Construction Corporation sont entrés en action dans la zone aéroportière en périphérie de Bamako. Ce sont au total 1600 hectares illégalement occupés par des constructions anarchiques qui seront démolies. Les occupants sont pris de court et ne cachent pas leur frustration. Nous avons entendu parler que c'est une zone aéroportière, mais nous avons construit ici parce que les autorités ont elles aussi construit. Cette maison là-bas, c'est pour un colonel. Plusieurs familles ne savent plus à quel saint se vouer, comme ce chef de famille qui vient de perdre le fruit de dur labeur d'une vie. Aujourd'hui, c'est la fin de ma vie. J'ai plus de 70 ans. Je me suis débrouillé pour construire ma maison. Ma famille compte près de 20 personnes. Et dire qu'ils viennent nous mettre dehors comme ça, c'est extrêmement difficile. Le monde est témoin. Ils envisagent de démolir 4712 familles. Ces familles démolies ne comptent pas se laisser faire. En effet, elles envisagent de s'organiser pour attaquer l'État devant la justice. Je pense que ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Ceux qui sont là, c'est des Maliens. Quoi qu'il en soit, les raisons. Moi, là où je suis, vous voyez le bâtiment qui est là, ce sont mes parents qui sont là-dedans. Il y a plus de 5 familles. Pendant cette période de Covid, une transition où on est en train de se battre nuit et jour pour demander aux populations d'adhérer à la réussite de la transition, comme un ministre de la République, sans sommation, sans informer les propriétaires de ces endroits, peu importe les raisons, pour venir. Moi, je viens d'apprendre tout de suite. C'est inacceptable.
Je demande à toutes les populations, pas de violence, non, de s'organiser et de faire un collectif et d'attaquer le ministre de la République. L'opération de démolition se déroule sous la protection des forces de l'ordre. Les occupants ont construit sur cette zone sur la base des documents délivrés par des élus locaux. Cette opération coûte à l'État malien la bagatelle de 321 millions de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo de la colonne des cinéastes africains. Elle a été réalisée pour rendre hommage aux grandes figures du cinéma africain décédées ou vivantes, détentrices de l'étalon d'or de Nyenega. Cette colonne se trouve sur l'avenue Monseigneur Joanny Théveno dans l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, agréable suite d'après-midi en compagnie des programmes de 3TV, la télévision interactive.